Eh bien écoutez, bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un petit vlog, et aujourd'hui j'aimerais bien aborder avec vous un sujet que je trouve absolument passionnant, c'est-à-dire quelle est la base de la reconstitution d'un objet, le principe même derrière la reconstitution d'un objet. Alors j'ai eu cette idée en regardant vos commentaires sur ma dernière vidéo d'atelier où je fabrique des couteaux préhistoriques, parce qu'en fait j'ai été interpellé par le fait que j'ai beaucoup de commentaires qui parlaient d'une manière humoristique ou non d'ailleurs, du fait que j'ai pas utilisé des méthodes anciennes, les méthodes préhistoriques et des outils préhistoriques pour reconstruire ces couteaux. Et cela m'a beaucoup fait réfléchir, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que j'avais beaucoup plus de réflexions de ce genre sur les périodes les plus anciennes, comme la préhistoire, et ça on va y revenir parce que c'est très intéressant. Mais la deuxième chose, qui est celle qui nous amène aujourd'hui, c'est que j'ai complètement oublié d'expliquer quelque chose sur la chaîne, quelque chose d'important, c'est la différence entre reconstitution et reconstruction, et finalement les objectifs derrière les reconstitutions. Du coup, on va rattraper le temps perdu, générique. Commençons par le commencement, reconstituer un objet, c'est quoi? Il s'agit de refaire un objet en se posant la question suivante: quelles sont tes sources? Quelle est ta démarche? Les sources, c'est l'ensemble d'éléments historiques proches de l'objet que l'on veut reconstituer, qui vont nous servir à le faire, ce sont des preuves historiques en quelque sorte. Et généralement, on les classe dans trois grandes sous-catégories: le texte, l'image et l'archéologie. Le texte c'est facile, ce sont tous les textes d'époque qui nous sont parvenus. Alors ça peut être des sagas, ça peut être des récits, ça peut être également des recommandations, ça peut être des listes de courses, c'est arrivé qu'on en trouve, ça peut être également des règlements militaires pour les choses les plus récentes, voilà, ça peut être très varié, donc ce sont les textes d'une époque qui nous renseignent sur cette époque. Ensuite, pour ce qui est des images, eh bien écoutez, c'est assez simple aussi, c'est tout ce qui est visuel. Donc ça peut être des enluminures, des dessins, des sculptures, des gravures, des photos ou des vidéos pour les périodes les plus récentes, voilà, c'est très vaste également. On parle de grandes sous-catégories, justement parce qu'il y a plein de choses différentes dans ces catégories. Et enfin, l'archéologie nous permet de retrouver des objets, mais également les changements dans le terrain, pouvoir lire des événements qui se sont passés sur ce même terrain, là encore, c'est très vaste. La démarche, eh bien c'est en fait tout ce qu'on va faire de ces objets. Parce qu'une source historique en l'état, elle n'est pas toujours facile à utiliser. Un texte a par exemple pu être écrit pour des volontés politiques, et donc déformer la réalité. Une image, c'est la même chose. Sur une enluminure, on n'est pas forcément sûr que les couleurs soient les bonnes. De la même façon, sur un objet archéologique, il peut y avoir parfois des éléments dont on ne sait pas à quoi ils servent, on ne sait pas pourquoi ils sont là, et donc du coup on n'arrive pas à les interpréter. Il faut donc recroiser les sources pour obtenir des hypothèses de reconstitution. Par exemple, si en chantier de fouilles, on retrouve un couteau avec une forme étrange, daté du XIIIe siècle, et que sur une enluminure, on retrouve exactement le même couteau utilisé à table, et que l'on connaît un petit peu les usages de la table médiévale au XIIIe siècle, eh bien on va pouvoir reconstituer cet objet et en parler comme étant un couteau spécifique pour le poisson par exemple. Voilà, là on a l'exemple typique de source que l'on va recroiser, et ensuite avec une démarche qui est cohérente, faire des hypothèses sur son utilisation. Bien sûr, parfois il faut combler les trous, et c'est là que la démarche est aussi hyper importante. Plus les périodes sont anciennes, plus on risque d'avoir des trous dans les sources, des choses que l'on ne sait pas, et on va être obligé de faire des hypothèses qui soient cohérentes. Prenons par exemple les Gaulois de Vercingétorix, on connaît assez bien les épées qu'ils utilisaient. En revanche, on ne sait absolument pas les chaussures qu'ils pouvaient porter. Ça a l'air idiot comme ça, mais on ne connaît pas leurs chaussures. Donc partant de là, on va faire des hypothèses qui vont être parfois différentes. Par exemple, il y en a deux qui se disputent. La première, c'est de prendre des chaussures qui sont à peu près de la même zone géographique, mais plus anciennes. Et la deuxième, ça va être de prendre des chaussures qui sont romaines, mais très exactement de la même période. Les deux se valent et sont appuyés par des sources, par la connaissance du commerce de l'époque par exemple, par la connaissance des techniques, mais les deux se valent et les interprétations coexistent en attendant d'avoir des preuves plus claires sur la question. La démarche est donc indispensable pour avoir quelque chose de cohérent, quand bien même on a un trou dans une source. Donc pour rappel, les sources ce sont les preuves historiques, et la démarche c'est la façon de les interpréter, parce que la reconstitution d'un objet finalement, ce n'est qu'une grande enquête policière absolument passionnante. Mais attention, si on s'éloigne un petit peu trop des sources historiques, alors on fait du spectacle historique. Si on s'éloigne un peu trop de la démarche, alors on fait de l'évocation historique, tout simplement. Ceci étant, nous arrivons au cœur du sujet, à savoir la différence entre reconstitution effective et reconstitution absolue. Oui bon, je sais que j'en ai perdu quelques-uns en parlant de reconstitution effective et de reconstitution absolue, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué, c'est juste une question de finalité.
Quand on refait un objet historique, la première question que l'on se pose, même inconsciemment, c'est « Pourquoi est-ce que je refais cet objet? À quoi est-ce qu'il va servir ?» Si la finalité c'est d'avoir l'objet pour pouvoir en faire quelque chose après, alors dans 95% des cas, on n'a pas besoin des méthodes historiques pour le refaire, et on va être dans la reconstitution effective. Si en revanche, on a besoin de la démarche historique, on a besoin de montrer un petit peu comment était fait un procédé ou une méthode de fabrication, alors on va être dans la reconstitution absolue parce qu'on a besoin de reproduire les méthodes de fabrication de l'époque. Vous commencez à voir où je veux en venir. Encore une fois, tout est une question de finalité. Si le but final c'est de faire de la médiation, c'est-à-dire d'avoir une reproduction de l'objet pour pouvoir faire des expérimentations avec, vous le montrer, l'exposer dans un musée en ayant des reproductions qui soient au plus proche des matières et des formes de l'époque, et bien du coup, le besoin fondamental d'utiliser les méthodes de l'époque pour le reconstituer, pour le reconstruire, n'est pas obligatoire. En revanche, si le but du jeu c'est de montrer comment est-ce que c'était fait, par quels moyens, combien de temps ça prenait, et bien là, forcément, on est obligé d'utiliser les méthodes d'époque. C'est tout simple. La reconstitution absolue, où on va utiliser les méthodes d'époque pour refaire l'objet, on va parler plutôt de reconstruction, alors que la reconstitution effective, où le but du jeu c'est d'avoir l'objet qui soit le plus proche possible, et bien dans ce cas-là, on va parler de reconstitution effective, ou simplement de reconstitution. Alors bon, moi je dis reconstitution effective et reconstitution absolue, c'est un peu pour me la péter. Retenez reconstitution et reconstruction, ce sera bien plus facile et ça reste très juste. Pour reprendre mon exemple de couteau préhistorique, si j'avais voulu vous montrer comment les hommes préhistoriques fabriquaient leurs couteaux et combien de temps ça pouvait leur prendre, alors j'aurais dû faire de la reconstruction et utiliser les méthodes et les outils de l'époque. Mais mon but là, c'était de vous montrer à quel point ça coupait ou non, en utilisant des aliments que vous avez tous déjà au moins vus dans votre vie, c'est-à-dire du fromage, des tomates et du saucisson, du chorizo mais bon, on va parler de saucisson, donc des choses que vous connaissez, et donc de fait, je n'avais pas besoin particulièrement de reproduire les méthodes d'époque pour le refaire, et j'ai voulu faire un atelier un peu aussi pour me faire plaisir, parce que c'est un format que j'ai beaucoup de plaisir à faire, et que je voulais vous partager, tout simplement. Mais en l'occurrence, la finalité étant l'objet pour pouvoir en faire quelque chose, je n'avais pas besoin d'utiliser les méthodes d'époque, tout simplement. Ceci étant, comme cette question de finalité est très importante, je vais m'étaler encore un petit peu dessus. Souvent la reconstitution a un objectif de médiation, c'est-à-dire transmettre quelque chose. Alors évidemment, il peut également y avoir des objectifs sportifs, ou des objectifs où c'est juste ton propre plaisir finalement, hein, on va pas bouder ça. Mais ce dont il faut faire bien attention, c'est que cet objectif final ne soit pas impacté par la façon dont l'objet a été fait. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, la reconstitution ne suffit plus. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir, ça va être plus simple à comprendre. Si je veux tester par exemple à quel point une pointe de flèche d'un arc, d'une reproduction d'arc médiéval peut traverser une cotte de maille. Si j'utilise une flèche du commerce, c'est-à-dire une flèche avec une pointe en acier moderne, industriel, et bien quelque part mon test il va pas être terrible, il va manquer quelque chose à ce test, c'est parce que en fait la pointe de flèche n'est pas vraiment, va brouiller le test d'une manière générale, et il vaut mieux fabriquer sa pointe de flèche soi-même, forger la pointe de flèche, et à ce moment-là on va être plutôt dans la reconstruction, parce que sinon en utilisant des pointes industrielles, eh bien on va fausser un petit peu le test, et du coup bah c'est dommage. D'autant plus que les pointes de flèche c'est quand même pas le truc le plus compliqué à fabriquer, mais ça on en reparlera. Donc vous voyez, on peut utiliser la reconstitution, à condition que le but du jeu derrière, l'objectif derrière, eh bien finalement, ne nécessite pas d'avoir eu un procédé de fabrication ancien. La reconstruction, bien souvent, a un objectif d'expérimentation, c'est-à-dire que refaire le processus avec les méthodes et les outils de l'époque pour refaire un objet, eh bien ça va nous donner énormément d'informations hyper intéressantes sur cet objet. Par exemple, quelque chose de très très bête, mais le temps que l'on va prendre à faire un objet va nous renseigner potentiellement, nous donner des indices supplémentaires sur sa valeur, puisque plus on met du temps à faire un objet, et techniquement plus sa valeur va, en théorie du moins, augmenter. Donc ça donne des indices qui peuvent être précieux. Alors évidemment, on peut également se servir de la reconstruction comme d'éléments de médiation, puisque si je veux vous expliquer comment est-ce qu'on fait des cordes, je veux dire comment est-ce qu'on fait des cordes médiévales, et bien du coup je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait des cordes médiévales, et je vais bien être obligé de refaire le processus de reconstruction. Mais si vous devez retenir une chose dans tout ça, dites-vous que le but final de la reconstitution, c'est d'avoir un objet, alors que le but final de la reconstruction, c'est de fabriquer cet objet, ce qui est très différent. Alors moi, le plus souvent sur la chaîne, je fais de la reconstitution, pour des raisons de temps, et parce que je suis avant tout un médiateur, donc je transmets des choses.
C'est pas une honte, il faut savoir qu'aujourd'hui, les 3 meilleurs artisans forgerons en France qui refont des épées médiévales, ils travaillent pour les musées, ils sont connus dans l'Europe entière et ils sont reconnus pour avoir un travail qui est absolument parfait et qui correspond vraiment aux épées médiévales en étant vraiment le plus proche des sources possibles. Voilà, ce sont des gens qui sont très très bons, je vais vous mettre les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir leur travail parce que vraiment c'est un régal pour les yeux, c'est incroyable ce qu'ils font. Eh bien, les 3 travaillent avec des méthodes qui sont tout à fait modernes. Alors parfois ils font des tests, notamment de réduction de métaux, et ça on en reparlera, mais dans l'absolu ils travaillent avec des méthodes modernes, parce que le but du jeu c'est d'avoir l'objet à la fin. De la reconstruction, on va en faire aussi, mais sur des épisodes spécifiques autour des techniques. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais bien vous parler de la façon dont les Gaulois faisaient leurs bijoux en verre. Ce sont des bijoux absolument magnifiques, très très colorés, et la méthode de fabrication est très importante. Mais pour vous montrer la méthode de fabrication des Gaulois, je vais être obligé de respecter la méthode de fabrication des Gaulois, et là on va parler de reconstruction. Et ce n'est que la moindre des choses de ce qu'on fera l'année prochaine. En tout cas, merci de m'avoir suivi, ce vlog est désormais terminé, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair là-dessus parce que c'est pas forcément évident. N'hésitez pas à poser vos questions et à mettre vos commentaires, à ouvrir les débats parce que c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et qui est vraiment à la fois discuté et discutable, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, comme d'habitude les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a évidemment la boutique de goodies qui a été lancée début décembre, il y a toujours le Tipeee, le Etsy et le Utip. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'atelier, ce sera la semaine prochaine, et en attendant n'oubliez pas que l'histoire est vivante.